bonjour à toi, Régula. Merci d'être venu sur ce premier podcast, que c'est la première fois que je fais un podcast avec quelqu'un sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je voulais faire un podcast parce que je trouve que c'est intéressant d'échanger avec des professionnels sur différentes disciplines. Et là, aujourd'hui, c'était vraiment l'occasion de faire ce thème du fascia parce que moi, j'ai découvert avec toi durant la formation qu'on a fait ensemble à Paris il y a quelques semaines. Et depuis, je m'y intéresse très fortement et je voulais du coup en parler à ma communauté et au maximum de monde pour essayer de se dépatouiller un peu dans tout ça et de se dire qu'est-ce que c'est que le fascia, à quoi ça sert, c'est quoi l'intérêt. Donc c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est je vais te poser les questions et puis après, je te laisserai faire ton petit déroulement. Et puis s'il y a quelque chose que je comprends pas ou que j'estime que ça va être un peu compliqué, je me permettrai de te faire réexpliquer peut-être d'une manière plus simple, ou c'est peut-être moi qui va réexpliquer d'une autre manière. On verra bien. Sur ce, est-ce que tu peux te présenter, Régula, déjà pour commencer? Oui, salut Jérôme, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très, très heureuse qu'on fait ce podcast ensemble et surtout si c'était la première fois pour toi à deux, ça c'est vraiment top. Je m'appelle Regula Caloni, je suis suisse de langue maternelle allemande, mais j'habite dans la francophonie. Je suis à la base prof de fitness, mais j'ai mon propre studio de pilates et je donne des formations d'adultes avec Nicole sous le nom de Fascia Bay. On est invité souvent où on a plusieurs mandats à l'hôpital ici de la région et on donne des formations un peu partout dans la francophonie en ce qui concerne le fascia. Ok, super. Et du coup, comment t'en es venu à étudier le fascia comment déjà t'en as entendu parler? Qu'est-ce qui fait que tu t'es penché dessus? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, c'était vraiment autour des 2013 quand j'ai entendu Faszien en Allemagne. On commençait déjà depuis longtemps de parler de ce thème, mais c'est vraiment en 2013 que je me suis dit maintenant je m'intéresse et j'ai cherché des informations. Évidemment, je suis tombée sur Robert Schleip, qui est un Allemand, qui est considéré le pape du fascia. Et c'est là où je me suis dit, il y a vraiment des choses encore à découvrir à propos de ce système facial. D'accord, ouais. Là, je vois que tu parles beaucoup d'Allemagne, parce qu'en fait, apparemment, visiblement, là-bas, en Allemagne, ils ont fait des recherches, enfin, c'est eux qui ont trouvé un petit peu, qui ont étudié le sujet avant tout le monde, en fait. Oui, moi je dirais c'est grâce à Robert Schleip parce que lui, il était golfeur à la base, il a fait des sortes de massage et tout ce qu'il sentait sous la main ne faisait pas sens à lui au niveau des recherches. Et c'est pour ça qu'il a dit, je me lance dans les recherches et c'est là où il a trouvé beaucoup de choses sur ce tissu conjonctif. Et après, évidemment, c'est quelqu'un qui est dans le partage. Et c'est lui qui a été moteur à organiser le premier congrès mondial sur la recherche du fascia à Boston. Je pense que c'était en 2007. Alors, tu peux imaginer, c'est vraiment ça a commencé par un Allemand, même si lui, il n'aime pas trop quand on l'appelle pape du tissu conjonctif. D'accord. Donc après, toi, par rapport à tes études et de ce que j'ai vu en formation, en fait, tu as créé avec ta collègue Nicole une pyramide, en fait, avec des chapitres qui concernent les fascias. Donc, l'histoire de vraiment essayer de mettre un schéma le plus clair possible. Et du coup, ça m'avait bien parlé en formation parce que ça a permis de faire la cohésion avec toutes les informations que tu as données. Donc, je voudrais bien que tu nous expliques un petit peu ce système de pyramide pour que les auditeurs ils comprennent mieux ton discours, en fait. Ouais. Alors, tu vois, Jérôme, pas seulement on parle allemand, ça veut dire Nicole, elle parle allemand, moi je parle allemand, Nicole, elle a grandi ici dans la partie francophone et en tout, on parle 6 langues. À un certain moment, on s'est rendu compte, mais ces informations, ça vient de tous les côtés. À un certain moment, quand ils ont commencé à parler de la biotenségrité, puis ils ont fait le premier congrès mondial de biotensigridade do Brésil. Au Brésil, il y avait un congrès qui durait 3 jours qui parlait de la biotenségrité et c'était en relation avec le système facial.
je me suis dit, mais ça part un peu dans tous les sens. C'est pour ça que Nicole et puis moi, nous avons créé cette fameuse pyramide et on en est très fiers. Je ne sais pas si c'est à l'envers, comme c'est écrit, si je le montre à l'écran. C'est à l'endroit, ce que je ferais, c'est que je mettrais dans le montage quelque chose d'un peu plus lisible, mais même si on arrive à lire toutes les lignes, mais je remettrai à l'écran quoi, pour les auditeurs. Quoi. Mais là, on voit déjà bien la base, le socle, là, fascia, système nerveux, biotenségrité. Donc, tous ces termes-là que tu vas nous expliquer un peu, parce que moi, c'est pareil, j'ai découvert du vocabulaire avec toi. Quoi. Interoception, pendulation, biotenségrité. J'ai enrichi mon vocabulaire en un week-end comme jamais. Quoi. Oui, alors ça, c'est aussi une chose qu'on s'est rendu compte. Le vocabulaire est tellement riche, tu dois presque recréer du vocabulaire. Il y a des mots, ça n'existe pas en français et après, en quelque sorte, avec le temps, on le trouve. Alors, pour ceux qui écoutent le podcast, vous pouvez vraiment visualiser maintenant une pyramide. Et tout en bas de la pyramide, c'est le premier, il y a le fascia. On aimerait dire le système facial, mais après on en discutera. Après, le deuxième chapitre, c'est le système nerveux. Et on voit ici cette boucle, hein, que le système facial et le système nerveux, ils sont vraiment intégrés, je veux dire interconnectés. Et après, on a le thème numéro 3, le chapitre numéro 3, qui est la biotenségrité. On va en parler plus profondément après. Et après le chapitre numéro 4, ce sont les continuités faciales. Et après le chapitre numéro 5, c'est l'entraînement du fascia. Pourquoi on a fait ça? Ça nous permet, quand on a une nouvelle information, de bien le gérer et de bien le organiser. Et on trouvait que ça, c'était très important. Et expérience prouve, on a eu beaucoup de succès parce que Ana Otsubo du Brésil, qui est très, très connue au niveau du partage du fascia, elle a repris aussi cette pyramide parce qu'elle a dit que ça fait tellement de sens, parce que ça aide aux gens de mieux comprendre. D'accord. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du système facial ? Alors, le système facial, c'est très intéressant. Je vais me baser là sur ce que the Facial Nomenclature Society a décidé en 2019, ce qui est le système facial. Jusqu'à maintenant, tout le monde connaît le fascia plantaire, le fascia thoracolombaire, peut-être la bande iliotibiale, et puis on sait que c'est du fascia. Mais en 2019, ils ont décidé qu'il y a beaucoup d'autres parties qui font partie de ce système facial. Et pour les écouteurs et pour nos clients, ce qui est important de savoir que les tendons font partie du système facial, les ligaments font partie du système facial, les capsules articulaires font aussi partie du système facial et qu'on a ces quatre catégories. On a le fascia superficiel, le fascia profond, le fascia méningé, c'est ce qui entoure le système nerveux, et on a le système le fascia viscéral qui entoure tout ce qui sont les organes. Donc en fait, si je comprends bien, le fascia, il y en a absolument partout dans le corps mais tu me disais en formation que avant, on ne s'y intéressait pas au fascia, limite, c'était une enveloppe qu'on cherchait à enlever pour justement étudier le muscle en lui-même, les tendons, les articulations. Et ça m'avait bien parlé parce que du coup, oui, on voit tous ce que c'est le fascia dans le sens où si quand on achète une barquette de viande, il y a un petit filet blanc autour. Donc c'est ça finalement le fascia, donc autour du muscle. Mais du coup, ça nous maintient debout et ça régit tout notre corps et notre système nerveux. Donc, comment ça se fait que c'est seulement maintenant qu'on en parle comment ça se fait que ce fascia-là, il était un peu dénigré dans le passé ? Là, je peux me répéter sur ce qu'elle a dit. Carla Stecco, c'est le grand oublié des anatomistes, hein, le fascia. Ce qui est assez logique. Tu vois, tu as très bien dit, moi, en travaillant en fitness, quand je dois expliquer à mes clients ce qu'est le fascia, j'ai dit, vous avez sûrement déjà tous coupé du poulet,
Et après, toi, tu veux le poulet, le côté rouge, rose, mais ce qui est blanc, tu essayes de couper et de l'arracher. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait aussi les anatomistes. J'ai pu assister à une dissection à Dundee, à Scotland, avec John Shorkey. Et c'est vraiment impressionnant parce que quand tu commences à couper à partir de la peau et tu vas plus profondément, déjà, c'est là où j'ai compris que c'est pas du tout comme dans les livres d'anatomie, mais c'est vrai qu'après, tu veux chercher le diaphragme, tu veux chercher le biceps et tout ce qui est blanc, cette matrice blanchâtre, d'abord, tu dis, bon, c'est pas très intéressant. Mais maintenant, on sait qu'au niveau de la recherche, que c'est hyper important aussi pour tout ce qui est, car il est extrêmement innervé. D'accord, ok. Bon. Donc, du coup, justement, par rapport à l'innervation, est-ce que tu peux nous parler du système nerveux? On sait maintenant que le système facial, le fascia, est extrêmement innervé. Et on pourrait en parler de tous ces mécanorécepteurs, mais j'aimerais faire un exercice de visualisation avec toi, nous deux ensemble, et ceux qui écoutent ce podcast, s'ils sont en train de faire le ménage ou plier le linge ou travailler, ils peuvent le faire en gardant les yeux ouverts et en ressentant leur corps. Et moi, je vais juste bien m'asseoir. Et Jérôme, je vais te demander à toi de fermer les yeux. Et on va faire cet exercice d'interoception. L'interoception, c'est vraiment d'aller ressentir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Tu vas maintenant te concentrer sur ta gorge, ressentir comment elle est, ta gorge. Et après, tu vas te concentrer sur ta respiration. Tu vas te concentrer sur ton ventre et de comment sont tes mains. Et maintenant, j'aimerais que tu revisualises ou que tu visualises une chose qui t'est arrivée, qui t'a rendu extrêmement triste, Jérôme. Une expérience que tu as dit, là, j'étais vraiment, vraiment triste, je me suis sentie mal. Peut-être tu peux mettre une couleur, peut-être tu peux y mettre une odeur. Et tu visualises bien cet événement. Maintenant, observe qu'est-ce qui s'est passé avec ta gorge. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ta respiration? Et qu'est-ce qui s'est passé dans ton ventre ou peut-être au niveau de tes mains? Quand tu l'as bien visualisé, maintenant, Jérôme, on va changer. Je vais te redemander de fermer les yeux. Oui. Évidemment, ceux qui regardent le podcast et qui travaillent peuvent laisser les yeux ouverts, mais maintenant, j'aimerais que tu visualises un événement de ta vie qui t'a rendu super heureux. Tu as dit, ça, c'était la plus belle journée de ma vie. Tu imagines que, waouh, t'étais vraiment heureux, épanoui. Et maintenant, avec un œil externe qui flotte par-dessus de toi, tu vas maintenant observer qu'est-ce qui se passe dans ta gorge, qu'est-ce qui s'est passé dans ta respiration et qu'est-ce qui s'est passé dans ton ventre et comment sont tes mains maintenant que tu as visualisé cet événement heureux. Ok. Alors peut-être c'est toi qui donnes un feedback le plus impressionnant. Bah, en plus, c'est terrible parce qu'en fait, je reviens d'un enterrement en fait. Donc, c'est un vieil ami qui est décédé. Et du coup, bah, c'était grosse émotion il y a de ça 2-3 heures. Donc, j'ai pas eu de mal à me remémorer cette douleur, hein. Et du coup, ben, la gorge qui se resserre, les mains qui se crispent, le ventre qui se tend en fait. Alors que quand tu m'as parlé de que je pense quelque chose de positif, bah, tout ça s'est relâché en fait.
le ventre respirait normalement, les mains étaient souples, la gorge elle était normale. Donc, j'ai ressenti un relâchement en pensant à quelque chose de positif. Alors, tu vois, on n'a pas besoin d'expliquer que le fascia, il réagit directement à tout ce que tu penses, à tout ce que tu vis. Si tu te fais attaquer par un chien, ton corps réagit avec ce que tu as vécu maintenant, vraiment mes condoléances. Hein. Ton corps, il réagit. Tu peux pas le gérer toi-même. Il le fait lui automatiquement. C'est pour ça que Nicole et puis moi, on a mis le système nerveux directement après le système facial. D'accord. Parce qu'en fait, si je comprends bien, quelqu'un qui est fort stressé ou qui a été choqué par un événement ou qui est tout le temps stressé, son fascia, entre guillemets, global va être tendu et du coup, ça peut lui donner des douleurs ou des tensions localisées parce que, non pas parce qu'il est blessé ou qu'il a une pathologie, mais parce que son fascia, il est complètement crispé parce qu'il réagit au stress qu'on lui impose. Tu l'as dit extrêmement bien. C'est peut-être pas qu'il est blessé, mais il est stressé. Et ça, on sait aussi, parce qu'on a cette expression en français, j'ai plein le dos. Et c'était prouvé par Robert Schleip que quand on est stressé, le fascia, il fige. D'accord. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, moi, dans les abonnés que j'entraîne, parfois, j'ai les hommes qui s'inscrivent en me disant, bah, moi, ça fait des années que j'ai mal au dos, et pourtant, j'ai fait des radios, des échographies, j'ai rien du tout. Et après, quand je les mets en mouvement, que je leur fais faire de l'automassage et qu'on fait faire des exercices d'étirement, de pilates, qu'on fait faire des mouvements de saut et compagnie, bah, au bout de quelques semaines, ils ont plus mal et ils comprennent pas pourquoi. Et ben, je pense que là, on a déjà un élément de réponse, c'est qu'ils bah, ils se sont détendus et ils ont relâché musculairement, enfin, ils ont relâché les fascias et du coup, ça a relâché un peu tous les points de tension qu'ils avaient dans le corps, quoi. Donc, on n'imagine pas à quel point on peut être tendu à cause d'un environnement extérieur, du stress ou des situations qui nous arrivent dans la vie de tous les jours. Tu l'as très bien dit, on n'imagine pas combien on peut être tendu. Mais c'est pour ça aussi, Jérôme, c'est tellement important de s'intéresser au fascia et avoir un coach qui sait et qui connaît ce système facial pour travailler aussi là-dessus. Bah, disons qu'en fait, moi, avant, j'utilisais des techniques pour que les gens aillent mieux, mais je ne savais pas expliquer pourquoi. Et là, en découvrant le fascia, je comprends mieux pourquoi ben, tous ces mouvements-là, ils leur font du bien, parce que c'est ce que le fascia a besoin. On va en parler après sur comment entraîner le fascia, mais moi, ça m'a éclairé sur plein de sujets et sur plein d'exercices que je ne sais pas expliquer pourquoi ça fait du bien, mais en tout cas, je sais que quelqu'un qui a mal au dos, bah, si je fais ça, il va aller mieux, quoi. Ça marche. Après, tout à l'heure, tu as évoqué le principe de biotenségrité. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu à plusieurs reprises et qui revient de plus en plus. Bah là, c'est pareil, hein, je vais te demander un petit peu de nous décrire ce que c'est, avec peut-être un exemple, qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, quoi, cette biotenségrité. Donc, dans biotenségrité, il y a bio, il y a tension. Donc, à mon avis, il doit y avoir un rapport dans tout ça. Donc, je te laisse développer. Ouais. Alors, quand on parle de tenségrité, ça vient de l'architecture. Hein. Ça pourrait être un autre podcast à en parler, mais pour des gens, pour nos clients, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une compression qui tire vers l'extérieur et une tension qui tire vers l'intérieur. En anglais, on dit it's a push and a pull. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les coachs sportifs et les thérapeutes? À part d'être un modèle résilient, hein, si on tombe, ah ben, on se remet dans notre forme normale. Si on se remet pas dans notre forme normale, ben, on a cassé quelque chose. Pour ce qui est le mouvement, Jérôme, on l'a beaucoup entraîné. Hein. Nicole et puis moi, on a créé les 4 principes de biotenségrité pour le mouvement. Ça veut dire qu'on va séparer les os, on va essayer d'éviter les tensions dans le fascia. Hein. On va
essayer puis regarder que nos muscles sont au repos quand on bouge. Comme ça, ce système, il peut s'autoréguler, il peut marcher de sa propre manière, mais on veut aussi une bonne tension de base. Ça veut dire qu'on n'aimerait pas que ça soit tout floppy. Hein? Nicolas utilise toujours le terme de tout floppy. Mais on aimerait une bonne tension de base dans notre corps. C'est ça qui concerne le mouvement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour un thérapeute, quand moi je viens et je dis j'ai mal au genou. Thérapeute et médecin, ils vont probablement regarder mon genou. Mais maintenant, peut-être, j'ai des douleurs de genou, du genou gauche, hein, parce que j'ai une cicatrice sur mon ventre droit. Et ce modèle, c'est le meilleur à l'expliquer. Ça veut dire, si j'ai une cicatrice quelque part dans mon corps, on voit très bien que ça met toute la structure hors forme. Est-ce que j'ai bien expliqué? Ouais, très bien. Ça veut dire que des fois, parfois, on a mal à la nuque, et puis c'est peut-être dû au fascia plantaire qui est hyper tendu, et que vu que cette ligne qu'on va parler tout à l'heure, tout est rattaché dans le corps, des fois, c'est pas parce qu'on a mal à la nuque qu'il faut qu'on nous manipule la nuque, qu'on fasse des soins sur la nuque, ça peut être ailleurs, quoi. Exactement. Après, donc, le principe où tu dis donc, c'est une tension qui s'éloigne. Donc, par exemple, si on prend un exemple tout bête, la planche, là, la position de pompe. Donc, en fait, dans l'idée, c'est, comme tu m'avais dit en formation, il faut penser à éloigner la tête des pieds, éloigner les pieds de la tête pour créer comme si on tirait sur une ficelle pour la tendre. Et pareil, c'était pour les bras et les jambes, il fallait imaginer que les omoplates s'écartent, les fémurs s'écartent, les humérus s'écartent pour s'étirer comme si on étalait quelque chose sur une table, comme si on étalait une nappe ou une feuille. Et ça met du coup le corps dans une situation de tension où moi, ça m'a fait enlever des consignes qui, pour moi, aujourd'hui, ne sont plus intéressantes par rapport à celles que tu m'as apprises. C'est-à-dire que quand on dit mets-toi en position de pompe, on va dire voilà, tu serres les fesses, tu rentres le ventre, la tête alignée avec le dos et machin. C'est pas fou. Mais si tu dis à la personne allonge ta nuque, essaye d'éloigner le plus possible tes talons de tes épaules. Maintenant, en appuyant dans le sol, cherche à écarter les bras, les omoplates et tends bien tes genoux. Et en fait, le corps, il va se mettre en tension et le placement fait que naturellement, les abdos vont s'engager et il n'y a plus besoin de dire serre tes abdos, alors que ça se fait tout seul en fait, par le placement et les bonnes consignes justes du coach en fait. Donc c'est ça que je trouve ça vraiment intéressant, et quand je l'ai mis en pratique avec mes abonnés, ils en ont redemandé, quoi. Donc exactement, tu vois, Jérôme, ça c'est des choses que je me suis rendu compte. Maintenant, je travaille dans un fitness de la région et je fais toujours encore d'autres formations. Moi, j'aime bien me former, et quand je fais ces cours où on me dit serre les omoplates, serre les abdos, serre les fesses. Je comprends, moi je dis pas c'est juste ou c'est faux. Dans un modèle de biotenségrité, ce n'est pas possible. Ça veut dire que la personne qui donne cette consigne-là, elle travaille pas dans la biotenségrité, et c'est pas grave. Mais maintenant, mes clients qui travaillent depuis 10 ans dans cette ouverture, c'est une expansion, c'est une ouverture, il y a une meilleure transmission de force. Et les abdos vont s'engager, c'est clair, parce qu'on aimerait les abdos forts, mais on aimerait surtout les abdos forts élastiquement. Non, mais après, c'est comme le principe, nous, à l'école de formation, on apprenait, on plie les genoux, on bascule le bassin en avant, on rentre le ventre, et vas-y que je te fais les mouvements. Alors qu'en fait, on a plutôt intérêt à dire à la personne de se grandir, de s'allonger au mieux de ce qu'elle peut, quoi, pour avoir la posture la plus équilibrée possible. Donc tout ça, ça évolue, hein. C'est ça qui est intéressant dans le sport et l'entraînement des personnes, c'est qu'avec les nouvelles recherches, ce qu'on disait il y a 20 ans, c'est peut-être plus valable aujourd'hui, mais il y a aussi des choses qu'on faisait il y a 20 ans qu'on nous a enlevées et que maintenant on remet. On va en parler tout à l'heure sur l'entraînement du fascia avec les mouvements balistiques, mais moi, j'ai toujours fait des mouvements balistiques, et même si on disait que c'était pas bien, j'en faisais quand même, parce que je suis issu des arts martiaux à la base, donc on va en reparler tout à l'heure. Mais avant, je voudrais que tu me parles un peu plus des continuités faciales, des lignes faciales,
Parce que ça, c'est quelque chose que je l'avais étudié en Garuda, mais c'était vu d'un point de vue global, c'était pas détaillé comme tu me l'as montré en formation. D'ailleurs, j'essaierai de mettre des photos à l'écran avec la formation. Ce qui était assez amusant, c'est que tu avais une espèce de combinaison intégrale et tu te scotchais les différentes parties du corps pour montrer toutes ces continuités faciales. Et je trouvais ça vraiment très explicite, quoi. Après, à la fin, tu ressemblais à un scotch sur patte. Tu avais toutes les couleurs. Mais au moins, on avait bien compris ce que ça voulait dire. Donc, pour les auditeurs qui n'ont pas suivi la formation, comment on peut leur parler de ces continuités faciales qu'ils comprennent? Pour moi, Nicole et moi, nous avons décidé d'utiliser le terme les continuités faciales. Et on n'a pas dit myofacial, on n'a pas dit les lignes, on n'a pas mis les chaînes. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes continuités faciales. Et Carla Stecco, elle a pris aussi le fascia superficiel. C'est vraiment le fascia qui est juste sous notre peau, d'accord? Je viens d'étudier le fascia superficiel avec Anatomyscapes et on peut vraiment le visualiser comme celui-là, tu vois. Il y a comme des globules graisseux et après, il y a vraiment cette couche de fascia superficielle et dessous, c'est nouveau un peu graisseux. Et Carla Stecco, elle a mis ça dans une de ses continuités. Pour moi, quand on parle des continuités faciales, le plus important de connaître, c'est Anatomy Trains de Tom Myers. D'accord? Alors, on va demander ceux qui sont sur YouTube et qui regardent, qu'ils se lèvent, et ceux qui suivent le podcast, quand ils sont debout, ils restent debout. Et toi, Jérôme, tu bouges pas, hein? Et puis, quand on parle d'une continuité de Tom Myers, c'est la continuité ligne postérieure superficielle. Elle passe de sous le pied, derrière les mollets, les arrière-cuisses sacrum, jusqu'à devant tes sourcils. Et pour sentir cette ligne, il suffit d'être avec les jambes tendues et après, pencher en avant en gardant les jambes tendues. Et quand on garde les jambes tendues, on peut jouer avec ça, on peut plier les jambes et après retendre les jambes. Et c'est là où on ressent que cette continuité, cette ligne myofaciale, parce qu'elle est vraiment myofaciale, elle se connecte par le fait que les jambes restent tendues. Ça, c'est une ligne, c'est juste aux gens de le ressentir et de le voir. Après, on a une autre ligne de Anatomy Trains qui est assez connue, c'est la ligne antérieure superficielle. Cette ligne, elle passe dessus de notre pied jusqu'à, devant dans le tibia, jusqu'ici, elle va derrière la tête. Pour sentir cette ligne, on va juste demander aux personnes de poser, maintenant je ne peux pas déplacer la chaise, mais de poser le dessous du pied et poser la jambe droite en arrière et après de lever les bras vers le plafond et de aller regarder le plafond et sentir cet étirement de toute cette ligne antérieure superficielle. Ça, c'est aussi une ligne de Tom Myers, parce que Tom Myers, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, maintenant, je cherche un peu les connexions, puis il a finalement commencé en s'amusant, et il a trouvé vraiment ces continuités myofaciales par qui la force se transmet. Pour moi, une ligne qui est encore assez intéressante à ressentir, c'est la ligne latérale. La ligne latérale, elle passe dessous du pied, petit orteil, et puis elle passe à côté du muscle fibulaire, elle monte, elle prend les fessiers, elle va de côté, elle va jusqu'ici à la tête. Pour sentir cette ligne, on pose sa jambe gauche derrière la jambe droite. Pour ceux qui écoutent le podcast, on lève le bras gauche et on penche de côté droit.
Et là, on sent vraiment clairement cet étirement de la ligne latérale. Et comme tu sais, Jérôme, il y en a plein d'autres. Il y a les lignes brachiales et tout ça, mais on mettra les références après en bas de la vidéo pour que les gens puissent aller voir. Pour moi, ce qui est important avec Anatomy Train, c'est le centre. Est-ce que toi, tu peux me dire le centre myofacial d'Anatomy Train, comment il s'appelle? Je me rappelle plus, attends. La deep front line, la ligne antérieure profonde. Si tu veux, les coachs qui parlent du centre, il faut engager le centre myofacial de Tom Myers, c'est la ligne antérieure profonde. Il commence par ton grand orteil, il monte à l'intérieur des cuisses et après il prend le plancher pelvien, les viscères, le diaphragme, le cœur, les poumons et il va jusqu'à ta langue. C'est ça le centre myofacial, tu vois, que je trouve aussi super intéressant quand on veut parler de core, de center. Ah ben, c'est la ligne antérieure profonde. Ça, c'est le premier thème des continuités faciales. Après, il y a Carla Stecco et avec Carla Stecco, tu as vu qu'on a parlé des pelvic layers, c'est les couches faciales. Chez Carla Stecco, c'est vraiment ce côté que l'avant du tronc se connecte à l'arrière du tronc. On peut vraiment imaginer comme un harnais. Et je trouve le plus important, on sait que les obliques externes sont connectés au grand fessier opposé. Et ça, c'est super intéressant dans le mouvement. Après, on a aussi Jan Wilcke dans les continuités. Et Jan Wilcke, c'est de nouveau un Allemand. Hein. Il a trouvé 3 arm chains et c'est surtout le triceps qui se connecte dans le grand dorsal qui nous intéresse dans le mouvement. Oui, bah, sur les lignes, là où je l'ai le plus compris, c'est tu vois, tous les mouvements d'extension comme ça ou sur le côté. Bon, quand on le fait, on sent que ça tire dans le tronc, le thorax, les côtes. Mais quand on place le pied comme tu l'as montré, ça change toute la différence. Enfin, ça change tout, quoi. C'est-à-dire, le pied, il faut le mettre à l'envers. Et quand tu faisais sur le côté, le pied, on le met sur le côté. Et ce qui fait que quand on s'incline, on sent des doigts de la main, pardon, jusqu'aux petits orteils, quoi. Ouais. Parce qu'on a pensé à vriller le pied, aussi bien dans ce sens-là que comme ça. Et du coup, ça change tout. Alors que si on ne vrille pas le pied, on le sent 10 fois moins parce qu'il y a une partie de la ligne qui n'est pas stimulée, qui n'est pas étirée comme les autres. Donc là, le placement du pied, moi, ça a tout changé. Et c'était même douloureux au début parce que je ne pensais pas faire ce placement de pied-là naturellement. Et du coup, quand je l'ai fait, j'ai eu énormément de tension et mes abonnés aussi. Mais depuis maintenant, j'essaie de le placer très souvent parce qu'en fait, on sent 10 fois mieux cette ligne juste en plaçant ses pieds et puis après à mettre les bras comme il faut, quoi. Après, ouais, c'est certain que sur les lignes profondes, la deep line dont tu parles, c'est vrai que nous, sur les cours de pilates, on va toujours parler du centre, serré, serré, serré. Alors qu'en fait, un effort de gainage ou une position où les abdos sont sollicités, si on pense à cette ligne, on va se dire je peux tenir du devant des pieds jusque là. Donc, c'est pas juste ça qui travaille, c'est tout le devant. Et une fois que je comprends ça, je peux chercher de l'énergie ailleurs dans les abdos. Il y a aussi mes jambes, la poitrine. Il faut que je peux tenir l'effort pas uniquement en mettant toute la force sur les abdos, mais en utilisant toute la ligne faciale, quoi. Donc là, je comprends mieux comme ça depuis que c'est un peu plus clair, même si on va pas se mentir, toutes les lignes, parce qu'il y a des lignes superficielles, les lignes en profondeur, il y a des lignes qui sont en diagonale, les lignes en spirale, les lignes le long des bras, les lignes derrière la tête. En fait, il y en a partout, quoi. Et c'est ce qui nous maintient debout, parce que s'il n'y avait pas ça, il n'y a rien qui tiendrait avec les tendons, les os, les muscles, quoi. Ok, donc ça me parle. Après, bon, c'est bien beau d'avoir décrit tout ça, mais comment on l'entraîne, ce fascia? Quels sont les mouvements qui vont justement le stimuler? Je sais qu'il y a plusieurs, on va dire procédés, mais plusieurs éléments à mettre en place, que j'essaye de mettre en place à chaque cours maintenant, mais c'est pas évident. Et dans les programmes de muscu, j'essaie de le faire.
c'est pas facile. Est-ce que tu peux nous parler de ces points à intégrer quand on veut bien stimuler le fascia? Oui, alors Jérôme, on en avait discuté aussi avant. Hein. Souvent, quand on écoute les podcasts sur le système facial, on pense que entraîner le fascia, c'est les automassages. Mais ça fait qu'une partie des 5 piliers de l'entraînement du fascia. Et je pense, pour mieux l'expliquer, puis aussi rendre ce podcast et ce YouTube plus intéressant pour les personnes, on va le faire tout de suite. On a le premier qui est le spring, ce sont les sauts. Et dans les sauts, alors le premier saut, ça serait on garde les jambes tendues, on appelle ça le saut du kangourou, et on saute sur la place en faisant des rebonds de kangourou. Et ça doit être assez rapide, hein? On ne doit presque pas toucher le sol. C'est très energy efficient, efficace au niveau du retour de l'énergie. Après, on a aussi le saut qu'on appelle le saut de la grenouille. Alors, les personnes qui sont sur le podcast, ils peuvent juste plier un peu les jambes, baisser un peu les bras et après sentir cette énergie dans les muscles et après lâcher l'énergie et sauter. Descendre, lâcher l'énergie et sauter. Et ce saut de la grenouille, c'est vraiment, on prend de l'énergie, on est comme une contraction dans le muscle et après on le lâche. Et si tu regardes bien les chats, c'est exactement ce qu'ils font les chats quand ils regardent un objet. D'abord, ils vont toujours un peu en arrière et poum, qu'ils sautent. Et après, le troisième saut, c'est landing jump. Hein, c'est les footballeurs qui changent de direction rapidement ou le gymnaste qui fait un immense saut et il atterrit sans faire du bruit. Ça, c'est les 3 sauts spécifiques à l'entraînement du fascia. Et là, on a terminé ceux qui sont les sauts, spring. Après, on a le deuxième pilier, ce sont les étirements, stretch. Alors là, je vous demande de étirer le bras gauche vers le haut et après, pencher de côté lentement. Et là, on sent vraiment cet étirement de la ligne latérale ou de tout le côté latéral. Et ça serait le premier melting stretch. On le fait lentement, concentré, et on se laisse le temps de relâcher les tensions non nécessaires. Après, il y a le deuxième étirement qui est le power stretch, où on va tirer et on va faire des rebonds. Et tout ça, on essaye toujours de le faire d'une manière multidirectionnelle, partout. Il n'y a pas de juste et il n'y a pas de faux. Ça, ce sont des étirements, les 2 types d'étirements qui sont spécifiquement destinés pour l'entraînement du fascia. Après, on a ce qu'on appelle feel. Feel, c'est le ressenti. Hein? On a la proprioception, c'est le corps dans l'espace. Et après, on a l'interoception, c'est sentir qu'est-ce qui se passe dans son corps. Pas seulement sentir où je dois aller aux toilettes, où j'ai faim. Non, vraiment avoir cette conscience de son corps et savoir que le corps va bien. Ça, ça fait partie de l'entraînement du fascia. Et après, on a le revive. Le revive, on en va en parler après. Hein, c'est les automassages, les autolibérations qu'on aime bien les appeler. C'est vraiment tous ceux avec les instruments d'automassage comme type Black Roll ou il y en a d'autres. On va en parler après. Et après, Nicole et puis moi, on a rajouté le fun, flow et fantasy. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand vous vous entraînez, quand tu t'entraînes, Jérôme, je suis sûre que tu as changé tes entraînements après nos 2 jours. Hein? C'est vraiment ce côté s'amuser très important, se sentir en sécurité, de faire un flow, de faire 2-3 exercices ensemble et utiliser aussi la fantaisie, qu'il n'y a rien de juste et il n'y a rien de faux. Et pour terminer, alors après les gens qui écoutent ce podcast, ils vont dire ouais, mais c'est déjà ce que je fais. C'est clair, mais maintenant on sait que ça, c'est un entraînement spécifique
du système facial. Que toi, quand tu entraînes tes muscles, tu vas soulever du poids. Et même si tu soulèves du poids, des fois, tu entraînes ton cardio parce que tellement ça devient difficile, ton cœur, il commence à battre. Tu peux aller courir. Quand tu cours, tu entraînes tes muscles aussi. On peut rien séparer, mais on peut entraîner spécifiquement. C'est ça qui est important à savoir. Bah oui, tout à fait, parce qu'en fait, moi, donc, j'essaie de créer des programmes là-dessus depuis un moment et donc j'essaie d'intégrer, donc tu as dit, des sauts, donc toute forme de saut. Donc moi, ça peut être avec mon groupe de retraités le matin déjà, essayer de sauter sur place. Quand je l'ai mis en place, les gens ne savent plus sauter. Donc c'est pas qu'ils sont trop âgés, ils savent plus sauter. C'est quoi sauter? Donc déjà, je trouve que c'est quand même un des actions motrices les premières quand on apprend, quand on commence à réussir à marcher. Les gosses, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent, ils sautent. Et on saute plus. Et moi, je refais sauter les gens. Donc, on saute sur place, on saute avec des ballons, on saute. Et après, en musculation, ça va être de ce qu'on appelle la pliométrie. Donc, ça va être des sauts sur des caisses, comme ils font au CrossFit. Ça peut être aussi des pompes claquées. Ça peut être des tractions avec des lâchers de main. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler des sauts dans donc, le côté spring, comme tu as dit, pour stimuler le fascia. Donc, ça, c'est des exemples peut-être plus concrets pour les auditeurs. Après, sur les étirements, donc tu as fait les étirements, donc là, c'est plus les étirements passifs. Et après, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les mouvements balistiques, c'est les mouvements avec des rebonds comme ça. Et les rebonds, nous, à l'école, avant, on disait que c'était dangereux, il ne fallait pas le faire. Et en fait, moi, quand je fais les rebonds, je me rends compte que je vais plus loin et que j'ai plus de relâchement au niveau de mes intercostaux. Et donc, du coup, oui, les mouvements balistiques, j'en mets. Après, c'est sûr que il faut pas avoir de problème particulier. Hein. C'est sûr, si on a une pathologie d'épaule, on ne fera pas ce genre d'étirement, mais si tout va bien, on peut y aller. Et après, les automassages, là, j'avais fait une vidéo la semaine dernière sur les automassages et les gens, quand ils n'ont jamais fait d'automassage, je peux te dire que la première fois, mais je n'en faisais un seul par séance. Donc, un coup, c'était le mollet, un coup, c'était le fessier, un coup, c'était le dos, un coup, c'était la nuque, un coup, c'était le pec. Mais à chaque fois, il y en avait qui sautaient au plafond parce que tellement ils n'ont jamais fait d'automassage, c'est comme la première fois qu'on fait quelque chose. Première fois qu'on fait de la muscu, le lendemain, on a mal partout. La première fois qu'on fait du pilates, le lendemain, pareil, on ressent des tensions qu'on n'avait jamais connues auparavant. Et sur l'automassage, quand on l'a jamais fait, sur le coup, c'est pas toujours agréable pour les abonnés. Mais après, une fois qu'on s'y habitue, que les muscles se détendent, que les fascias se relâchent, on peut plus s'en passer. Et moi, par exemple, le matin, je fais mon automassage avec mes étirements actifs et après, j'attaque ma muscu. Et sans ça, je me sens pas délié. Quand je passe le rouleau dans le dos, ça enlève toutes les adhérences, je me sens bien, allez, je suis prêt à partir. Et tant que j'ai pas fait ça, je me sens un petit peu noué, comme s'il y avait des nœuds dans le corps, qu'il fallait lisser un peu tout ça avant de commencer. Ça marche. Donc après, toi, en ce qui te concerne, qu'est-ce que tu penses de l'intérêt pour le pratiquant de musculation qui a pour objectif de prendre du muscle, justement d'intégrer ce type d'exercice pour stimuler son fascia? Quel est l'intérêt pour lui finalement parce que mon auditoire, c'est beaucoup des hommes qui font de la muscu. Ils vont dire, mais c'est quoi mon intérêt? Est-ce que moi, le but, c'est ce que je veux prendre du muscle? Donc, à quoi ça va me servir de faire des sauts, des rebonds, des massages? Alors, c'est très bien ce que tu as dit. Alors, niveau des balistiques, tu as dit, on nous a dit, c'est dangereux, il ne faut plus le faire. Si on recommence à le faire, c'est pour ça aussi que je trouve toujours que les coachs, ils doivent instruire les clients à écouter leur corps. Quand tu commences à refaire des mouvements balistiques, tu vas lentement, t'écoutes ton corps, tu fais 3 fois par semaine, tu fais pas tous les jours. Parce que je peux te dire que si tu fais 3 jours de formation de facial fitness, l'entraînement du fascia, tu as des courbatures, tu as l'impression que ton corps, il est surchauffé. Et c'est une autre courbature qu'aller soulever du poids. C'est juste une parenthèse quand tu as parlé de rebond. Maintenant, pour quelqu'un qui fait de la muscu, pourquoi il devrait entraîner aussi son fascia? Ça représente, maintenant le ballon, ça représente le muscle, c'est les fibres musculaires rouges. Ce qui est blanc, le filet, ça représente, ici c'est le épimysium, le fascia qui entoure le muscle. Si maintenant tu imagines que tous les jours,
tu vas travailler ton biceps parce que tu veux qu'il gonfle, qu'il prenne de la forme. Ça, c'est très, très bien parce que ça, c'est votre objectif ou c'est ton objectif ou comme toi, tu as dit, un client qui veut galber ses fesses, il doit le renforcer. Mais qu'est-ce qui se passe si tu le fais toujours dans la même direction? Si tu regardes bien, c'est toujours les mêmes fibres qui reçoivent de l'information. Mais on aimerait aussi que les fibres reçoivent différentes informations multidirectionnelles pour que le muscle ait assez d'espace pour se développer. Et pour dire ça très court, moi je dirais premier, pour éviter les blessures, il faudrait s'intéresser à l'entraînement du fascia en prévention pour s'amuser et pour varier les entraînements. Et je pense que c'est quand même quelque chose de très important. C'est intéressant ce que tu dis sur la notion de prévention parce que moi, j'ai pas mal d'hommes qui ont plus de 40 ans qui commencent à avoir des blessures à répétition. Et c'est des personnes qui n'ont jamais fait d'automassage, d'étirement, qui ne sont jamais intéressées au fascia. Et fort à parier que toutes ces blessures-là, finalement, ils les auraient peut-être passées à côté s'ils avaient pris le temps de s'étirer, de faire l'automassage comme on recommande. Et moi, je sais que moi, je touche du bois, mais je ne suis jamais blessé. Jamais. Jamais je reprends la muscu. Je fais tout le temps, je ne suis jamais blessé. Et je pense que c'est en grande partie grâce à tous ces exercices, parce que si je faisais que de la muscu tous les jours, je serais contracté en fait de partout, mais à aucun moment je fais des mouvements d'ouverture et comme tu as dit, des mouvements multidirectionnels. J'ai une abonnée, elle faisait ses cuisses tous les jours. Elle faisait tous les jours presse à cuisse, leg extension, fente, et elle faisait ça tous les jours. Et à un moment donné, ses fascias se sont bloqués et elle ne pouvait plus marcher. Elle a dû se les faire crocheter chez un ostéo. Donc, elle avait des bleus pas possibles, elle a souffert le martyre. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, quand on fait un entraînement, il faut absolument qu'il soit varié. Et s'il n'est pas varié, du coup, on travaille toujours les fibres dans le même sens. Et à un moment donné, si on ne les travaille pas dans l'autre sens, ça peut donner des blessures. Et puis, quand on fait tous les jours la même chose, c'est pas amusant. C'est pour ça que il y a des coachs qui existent. Il n'y a pas que moi, mais les coachs, nous, on est là pour créer des programmes variés pour les abonnés qui sortent de leur routine. Et moi, j'ai une grande importance sur la variété des programmes. Parfois, on va avoir des coachs qui vont dire ouais, si ton programme il fonctionne, tu le gardes, même si tu le gardes 6 mois. Non. En fait, il y a tellement d'exercices à faire, il y a tellement de possibilités. Et en plus, c'est quand même plus amusant de faire un programme qui change toutes les 3-4 semaines que le même programme pendant 6 mois. Donc moi, je suis vraiment dans cette optique. Ça marche. Donc en vrai, ce qui est bien aussi, c'est sur cette notion de plaisir, c'est que souvent les gens ils s'imposent à un type de programme. Et puis des fois aussi, c'est bien de se dire aujourd'hui, je fais ce que je veux, je m'amuse, j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Ou même en vacances, tu n'es pas obligé de faire la muscu, tu peux aussi faire des sports plein air ou de l'aquagym, enfin n'importe quoi. C'est de bouger autrement. Donc moi, j'invite toujours les gens à bouger, mais à faire des choses variées. Parfois, ils me disent en vacances, qu'est-ce que je peux faire comme programme de muscu? Je dis, il y a quoi comme activité? Je dis, il y a du surf. Vas-y, va faire du surf. Et change, mais bouge, mais fais autrement. Donc, la notion de plaisir, pour moi, elle est très importante. Et je le vois dans mes cours de pilates, parce que si je faisais tous les jours, tous les mardis, jeudis, le même cours, les gens, ils se lasseraient. Donc, ils sont friands de nouveaux exercices, d'aller chercher de l'exploration surtout. Donc, pratiquant Pilates, il a vraiment une vision de ressentir les choses en profondeur, alors que le pratiquant muscu, lui, il veut travailler pour avoir un résultat physique et parce qu'il veut avoir un résultat physique, il se concentre sur les muscles qui travaillent. Quand il fait ses pecs, il pense à ses pecs. Il fait son dos, il se concentre sur son dos pour pas que ce soit son biceps qui prenne le relais. Donc nous, on parle de connexion cerveau-muscle en muscu et en fait, ça rejoint le système nerveux, ce que tu expliquais tout à l'heure, qu'il faut travailler ce qu'on appelle en interoception, c'est-à-dire comprendre ce qu'on travaille, ressentir les choses. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Mais l'un des éléments les plus, on va dire, les plus mis de côté, pour moi, c'est vraiment les gens stressés qui stressent leur fascia et du coup qui se créent des douleurs. Et ces personnes-là, après, on les retrouve au bout de plusieurs années dans les studios Pilates parce qu'ils ont tout essayé.
tous les soins possibles et imaginables, toutes les thérapies possibles, puis au fait, il fallait juste qu'il bouge intelligemment en faisant des mouvements adaptés et variés. Alors là, Jérôme, je dois te faire un compliment parce que tu vois, on fait beaucoup de formations d'adultes et quand toi, tu es venu dans notre cours, on a quand même dit « Waouh, Jérôme qui vient faire notre formation ». Et toi, on sent, moi je sais pourquoi toi, tu n'as jamais été blessé parce que tu es quelqu'un qui écoute ton corps. Toi, tu as un objectif, tu veux devenir champion en culturisme. Ça doit être ton objectif. Mais tu as aussi compris qu'à côté, tu peux t'intéresser au Garuda, au Pilates, et ça t'a permis de voir le corps différemment. Et pour moi, tu es vraiment un leader dans ce qui est la francophonie pour que les gens qui font beaucoup de muscles puissent aussi s'intéresser à l'entraînement du système facial. Et c'est pour ça que toi, vraiment, tu n'as jamais été blessé. Oui, c'est certainement en grande partie. Après, disons que c'est dans c'est notre boulot en tant qu'éducateur sportif d'intégrer ces notions dans les programmes. Après, les gens qui se disent voilà, je vais prendre un programme muscu fascia, je vais bouffer des étirements pendant 1 heure, c'est pas ça. Ça va être juste faire un petit peu d'automassage avant de commencer, faire des exercices qui intègrent un peu de mouvement balistique, un peu de mouvement avec des sauts, un peu de mouvement avec des rebonds. Et en fait, c'est juste varier quelques exercices dans sa séance, prendre le temps de faire un petit peu d'étirement passif sans forcer à la fin. Et en fait, c'est juste que l'entraînement, il est un peu plus complet et il y a un peu plus d'éléments, mais ça ne va pas vous rajouter du temps d'étirement en plus, ça ne va pas vous rajouter, ça va pas vous enlever des séries parce que vous n'aurez pas le temps de tout faire. Et vous allez voir qu'en faisant ces types de mouvements, en fait, on se sent délié, en fait. Et tant qu'on n'a pas été délié par tous ces types de mouvements, on ne peut pas s'en rendre compte. Quelqu'un qui est comme ça à cause de la muscu, il ne se rend pas compte qu'il est comme ça. À un moment, on va commencer à faire les automassages au niveau du pec, on va faire le travailler en ouverture, les lignes et tout. On va dire, en fait, je me sens mieux. Et au niveau de la posture, il faut quand même rappeler que quand on fait de la musculation, le but c'est d'être esthétique. Et si on fait que de la muscu, on est musclé, mais on n'a pas une belle posture, on n'a pas une belle souplesse. Du coup, ça se voit dans notre corps. C'est-à-dire que quand on se tient debout, on n'a pas une belle prestance, on n'est pas aussi élégant qu'un danseur. Alors, on est peut-être massif, mais au regard de ça, le corps, lui, pour moi, ce n'est pas complet, quoi. Pour moi, quelqu'un qui est athlète, c'est quelqu'un qui est complet. On ne lui demande pas de savoir faire le grand écart dans tous les sens, mais c'est juste avoir une souplesse normale pour ne pas avoir de tension, bien se tenir, avoir une belle musculature, pas exagérée, et être en santé, quoi. Donc, moi, c'est ma vision des choses. Après, c'est un peu mon cheval de bataille, mais je suis content d'avoir rencontré des personnes comme toi, parce que du coup, ça m'aide dans ce discours, et puis ça m'aide aussi à poser des bases scientifiques, et puis d'être épaulé aussi, parce qu'on se sent un petit peu seul dans l'univers de la musculation. Donc, je voulais aussi te remercier par rapport à ça. Merci. Après, j'avais une dernière question. C'est parce que, bon, tu sais, moi, je suis pas mal dans les compléments alimentaires. J'ai une boutique de nutrition sur Calais, dans le nord de la France. Et depuis pas mal on va dire d'années, mais pas mal de mois, je conseille beaucoup du collagène pour les personnes qui, justement, sont souvent sujettes à des problèmes articulaires, tendineux, des problèmes de tension, même pour la peau, qui cherchent des solutions autres que des crèmes. Et en fait, moi, ça fait plusieurs mois que je conseille du collagène. Et les personnes, en fait, me disent ouais, effectivement, je me sens mieux, j'ai moins de tension, ma peau est plus belle. Donc, je voulais savoir toi, ce que tu en penses de l'intérêt du collagène pour les fascias. Jérôme, on en a parlé aussi en préparation de ce podcast. C'est pas mon domaine, hein, tout ce qui est nutrition. Moi, la seule chose que je sens, quand je bois trop de vin rouge le soir, le lendemain, quand je vais courir, je me sens comme un sac de patates. C'est la seule chose que je fais. Mais je suis évidemment allée googler partout, chercher le collagène, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, tout ce qui est nutrition. Et je t'avais envoyé la photo. Selon Keith Barr, on va l'écrire après aussi en bas dans les références, il dit que c'est bien de prendre des suppléments et le collagène pour avoir un fascia sain. Et puis ils disent aussi la vitamine C, hein, que c'est très important.
Oui. Mais à part ça, pour avoir un fascia sain, il faudra pas fumer, il faudra pas être stressé, éviter le stress. Après, des fois, on peut pas ne pas être stressé. Je veux dire, moi, en faisant ce podcast, j'étais quand même un peu stressée, mais ça, c'est du bon stress. Assez dormir, très important. Et après, on a vu aussi le zinc et le potassium, toutes ces choses-là peuvent améliorer la santé de notre tissu conjonctif. Mais je suis sûre que toi, tu peux rajouter quelque chose là-dessus. Bah, disons qu'en fait, clairement, les gens, ils vont surtout aller dans les compléments alimentaires, ils vont vouloir acheter de la protéine en poudre, des acides aminés, de la créatine, ils vont vouloir toujours se tourner vers ces produits-là, alors qu'en fait, ils oublient qu'ils devraient d'abord se positionner sur du collagène, la vitamine C, magnésium, bah, finalement vitamine D, notamment nous, dans le Nord, on est beaucoup carencés. Et en fait, les oméga 3 aussi pour le côté anti-inflammatoire. Et quand on prend ces compléments alimentaires-là qui sont essentiels, bah, on se sent beaucoup mieux que juste prendre sa prot, sa créatine et ses BCA. Ça, c'est quelque chose qui peut être pris après. Et la base, c'est les compléments alimentaires type oméga 3, vitamine C. Mais du coup, ça fait pas trop... ça résonne pas trop dans la tête d'un pratiquant de muscu parce qu'il va se dire bah c'est pas ça qui va me donner du muscle. Bah si, parce que si tu te blesses pas, tu es en forme et que tu n'as pas de douleur, forcément tu vas faire des meilleures barres que si tu t'entraînes avec une épaule fragile et que tu es toujours en train d'essayer de compenser, quoi. Donc, mais ouais, bah après, ce sera l'occasion de faire un autre podcast. Hein, si on voulait tout développer, il y aurait vraiment de quoi dire chacun de son côté, quoi. Mais là, je pense que c'est bien, parce que tu as déjà répondu à pas mal de questions. Je pense que ça a permis d'éclairer un peu le sujet à ce niveau-là, même si évidemment on pourrait en parler pendant des heures et puis aborder d'autres thèmes. Je pense que là, pour un premier podcast, c'est très bien. Après, je ne sais pas si toi, tu as des choses à ajouter pour conclure. Pour moi, pour conclure, je pense que tous ces thèmes, c'est super intéressant, mais on voulait vraiment bien aborder aussi les automassages. Les automassages, parce que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que je dois m'automasser? Combien de fois je dois m'automasser? Comment je dois m'automasser? Et j'ai amené juste un peu de matériel qu'on peut le regarder aussi. Qu'est-ce que tu en penses si Oui. on conclut avec les automassages? Ah bah, tout le monde aime les massages, hein, donc je pense que ça va plaire à tout le monde si on parle de ça, quoi. Super. J'ai lu que tu avais Alors, une sorte d'accessoires, quoi. En plus, ouais. toujours les accessoires, parce que moi, je suis madame accessoire. Quand on parle des automassages, en anglais, on dit self-myofascial release. Ça veut dire, ça serait les auto-libérations. Mais on ne peut pas dire ça en français. Apparemment, c'est pas juste. It doesn't sound right. Et Nicolas et moi, nous avons créé une liste, on appelle ça l'ABC des automassages. Toujours facile. Quand on fait des automassages, tout d'abord, on peut utiliser des outils comme Blackroll. Blackroll, il a aussi travaillé avec TMX et ils ont fait des outils un peu plus pointus. On peut travailler avec des outils comme Bambi. Après, je vous dirai pour faire quoi, hein, Bambi. Et on peut travailler avec nos propres mains. On peut s'automasser. Après, c'est difficile de s'automasser le dos, mais si tu as une cicatrice au niveau de ta jambe, tu peux aller bouger la peau et masser ta peau. Le 1 représente, tout d'abord, tu peux faire des massages lents ou rapides. Quand tu fais rapide, c'est normalement avant les entraînements, tu mobilises, tu presses un peu dessus et tu sens, comme toi, tu as dit, que tu es plus délié. Après un entraînement très intense, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le faire lentement. Et Robert Schleip, il dit une belle phrase. Il dit, quand tu penses de le faire lentement, fais-le encore plus lentement. Tu peux vraiment rester dessus, visualiser que le tissu se relâche. Tu peux aller chercher un point gâchette, trigger point. Tu peux rester dessus et relâcher. Après, on parle de ce qui est le B. Hein? A, soit c'est lent, soit c'est rapide. Le B, c'est les différentes manières. Tu peux
masser, ça veut dire que tu peux faire le massage longitudinal, transversal, circuler, je dirais cerclé. Tu peux faire ces différentes choses, comme tu peux faire une compression. Et pour ça, pour moi, les outils TMX, ils sont juste excellents, où tu peux aller sur un point trigger. Et la théorie de TMX, c'est que tu trigger, tu restes dessus 1 minute. En restant dessus, tu mobilises 30 secondes. Tu restes dessus, tu trigger. Tu mobilises de nouveau 30 secondes. Et après, TMX insiste beaucoup sur le fait après d'étirer ce point trigger. Et je trouve assez intéressant ça aussi. Après, au niveau de la décompression, tu peux avoir ces outils-là, Bambi, où tu peux faire la ventouse, tu vois. Maintenant, j'ai pas pris beaucoup de peau, mais tu sens vraiment que tu prends la peau et après tu peux tirer dessus, tu peux bouger la peau, tu peux faire exactement la même chose, longitudinal, transversal, circulaire. Et après, quand tu as faim, on a le C. Le C, c'est quoi? Tu peux rajouter, et pour moi, le meilleur produit, c'est Blackroll. Tu peux rajouter, quand tu fais ces automassages, tu peux rajouter la vibration. Et celui de Blackroll, il est génial parce que tu peux extrêmement baisser la vibration ou tu peux extrêmement augmenter la vibration. Il faut que je l'éteigne. Mais on peut rajouter la vibration et l'oscillation. L'oscillation, c'est un peu moins haut que la vibration. Ben, dis donc, ça en fait des outils de travail, quoi. De toute façon, là où quand je parlais que les gens ils sautaient au plafond, c'est quand on va mettre le mollet sur le TRX que tu as montré, là. Là, tu mets ton mollet dessus, ouais, ce truc-là, quand tu mets ton mollet dessus ou tu mets ton dos dessus, tu t'appuies dessus, là, tu sens bien ce qui se passe, quoi. Mais voilà, une fois qu'on est passé outre la première séance, les fois suivantes, ça se détend. Et voilà, comme tu as dit, quoi, c'est très bénéfique. Après, le côté vibratoire, ça, on n'a pas parlé, mais il y a beaucoup de choses à dire aussi à ce sujet. Ils l'utilisent d'ailleurs en yoga avec le son Om. Tu sais, ils font vibrer la thyroïde, mais ils font vibrer tout le corps, en fait. Donc, les vibrations, comme tu dis, c'est positif. Et dans le yoga, ils font ça depuis des siècles. Donc, du coup, tout se rejoint, en fait. Finalement, c'est juste que maintenant, c'est plus clair d'un point de vue scientifique d'expliquer le son Om pour faire vibrer grâce aux consignes que tu as données aujourd'hui, puis après toutes les recherches et tous les ouvrages qui sortent régulièrement sur le fascia. Ça marche. Écoute, pour moi, j'ai eu tous les éléments. Bon, je pense que les auditeurs, ils ont bien capté ce que c'est que le fascia, à quoi ça sert, et surtout que ça va leur donner envie de travailler dessus, et puis de comprendre aussi que parfois, des fois, ils ont mal, ils ne savent pas pourquoi. C'est peut-être que c'est dû à ça, et que le point dans le dos que tu as après le boulot, c'est peut-être parce que tu as besoin de te faire un peu d'automassage, que tu as été stressé. Et puis derrière, si tu fais les 5 piliers du fascia sur ton programme d'entraînement quotidien, là, tu es au top, quoi. Mais il faut vous laisser le temps, pas trop vouloir tout chambouler, juste intégrer des petits éléments comme ça, puis vous rendre compte par vous-même si ça vous fait du bien. Ça marche, Régula. Écoute, on va en rester là pour aujourd'hui. Je te remercie de ta participation. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres podcasts sur le fascia, mais aussi d'autres sujets, parce que je sais qu'aussi tu es compétente dans plein d'autres domaines. Donc, en tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir à mes côtés. Merci à toi, Jérôme. C'est un pur plaisir de faire ce podcast avec toi et j'espère vraiment que tous les gens qui font la muscule s'intéressent au système facial, tous les gens qui font du pilates, les thérapeutes, les coachs sportifs qui s'intéressent encore plus au fascia grâce à ce podcast.